Il voulait s'installer aux États-Unis pour étudier, travailler et se bâtir une vie meilleure. Il savait qu'ici, il aurait la possibilité de faire tout ce dont il rêvait. Il voulait vivre le rêve américain. Après avoir fini le lycée, Christian décroche un travail dans un entrepôt non loin de chez lui. Il voulait travailler pour se prouver à lui-même qu'il était capable de faire quelque chose dans la vie. Pour lui, si on voulait quelque chose, il fallait se battre pour l'obtenir et ne pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Ce matin-là, je travaillais tôt. Lui, il commençait plus tard. Il dormait encore quand je suis parti. J'y vais. À plus tard. Alors je lui ai juste dit « Bonne journée, à plus tard, fais attention à toi ». J'ai fini vers 15h, 15h30. Je lui ai demandé s'il avait besoin que je passe le prendre en voiture ou si je pouvais rentrer directement. Il a répondu qu'il allait travailler tard. Je suis rentré, on a attendu. Je lui ai envoyé un nouveau message. Et je me souviens qu'ensuite, je me suis assoupi. Bonjour. Salut. Je me suis réveillé aux alentours de 18h, 18h30, et j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message. Il me disait que quelqu'un allait le ramener à la maison. Vers 20h, Armando a commencé à s'inquiéter. Christian, t'es où? Rappelle-moi s'il te plaît. Je n'avais aucun message de lui, aucun appel en absence, et il ne répondait pas au téléphone. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à paniquer. Le couple inquiet part sur le lieu de travail de Christian. Je vais voir à l'intérieur. Le parking était vide et il faisait nuit noire. Il y avait un agent de sécurité dehors. On est allé lui demander s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur et il nous a répondu que tout le monde était parti. Appelez-nous si vous entendez quoi que ce soit. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule chose en tête. Faire en sorte de le retrouver et m'assurer qu'il allait bien. J'ai proposé qu'on fasse demi-tour. Et c'est ce qu'on a fait. On roulait très lentement, on s'arrêtait devant chaque piéton pour vérifier s'il ne s'agissait pas de Christian. Il était introuvable. Il est parti au travail et il s'était volatilisé. Police, j'écoute. Il y a eu un accident de voiture et un délit de fuite. Où ça? Devant la supérette de la route nord. Un homme a été renversé. Il respire encore, mais il perd beaucoup de sang. La personne qui l'a percuté est sortie de la voiture et s'est enfuie en courant. Et où se trouve la voiture? Derrière la supérette. Très bien, madame. La police et les secours sont en route. Qu'est-ce qu'on a? L'agent Buddy Porch est l'un des premiers sur les lieux. En arrivant à l'intersection, j'ai regardé en direction de la supérette et il y avait un attroupement de gens qui hurlaient. C'était le chaos.
Puis j'ai vu un pick-up blanc au pare-choc endommagé. Le véhicule avait percuté le bâtiment en briques à une telle vitesse que l'avant était complètement défoncé. Ce n'était pas un petit choc. Envoyez une ambulance, on a un blessé. Devant le véhicule, un jeune homme grièvement blessé est étendu sur le sol. Je lui ai dit, ça va aller, j'ai appelé une ambulance. Ses blessures avaient l'air extrêmement graves. J'étais très inquiet. Lorsque les secours sont arrivés, ils lui ont retiré ses vêtements. Ils ont trouvé un portefeuille avec une carte d'identité. Il s'appelait Christian Dominguez. J'ai regardé la date de naissance et j'ai vu qu'il avait à peine 18 ans. Ce n'était qu'un gamin et il venait de subir un terrible accident dans notre ville sans raison apparente. Christian est transporté d'urgence à l'hôpital. Cette nuit-là, j'étais en service et j'ai reçu un appel à propos d'un délit de fuite. Le lieutenant Collott est rejoint par le sergent David Janus. Quand je suis arrivé sur les lieux, je suis allé jeter un œil au pick-up qui avait foncé dans la façade de la supérette. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de clé sur le contact. Ça voulait dire qu'avant de s'enfuir, le conducteur avait pris les clés, soit par habitude, soit parce qu'il avait paniqué. Il y avait des bouteilles d'alcool dans le véhicule, mais elles n'avaient pas été ouvertes. Les enquêteurs examinent les traces de pneus. Il y avait 2 belles traces sur le trottoir, juste devant la supérette. Normalement, pour monter sur un trottoir, votre véhicule ralentit. Il se peut même qu'il bute. Mais ce pick-up allait tellement vite qu'il a grimpé dessus comme si de rien n'était. J'ai transmis le numéro de plaque au service des immatriculations. Le véhicule était enregistré au nom de John Nieto, un individu d'origine hispanique. Le titulaire du certificat d'immatriculation est souvent un bon point de départ, mais il ne faut jamais partir du principe que c'est forcément lui qui était au volant. Le véhicule peut très bien avoir été volé ou vendu sans que la cession de propriété ait été effectuée. Il fallait donc qu'on sache qui conduisait et pourquoi il avait agi de la sorte. On a donc commencé à recenser les caméras de sécurité du secteur. Janus, je me suis rendu dans cette supérette des centaines de fois et je sais qu'elle est équipée de caméras. Je peux jeter un œil aux images? À partir de 19h15. J'ai commencé à visionner les images de l'extérieur. La première caméra était en face du mur que le pick-up avait percuté. Elle allait peut-être nous permettre de comprendre ce qui s'était exactement passé. On espérait vraiment que cette vidéo nous aide à assembler les pièces du puzzle et à faire avancer l'enquête. Sur les images, on aperçoit Christian qui court vers le magasin, poursuivi par le pick-up blanc lancé à pleine vitesse. Il y fonce droit dessus. Le véhicule est monté sur le trottoir et a poursuivi sa course en direction de la victime. Revenez au début. Le conducteur n'a pas du tout essayé de freiner, ce qui est très important pour l'enquête. Ça prouve que ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. J'ai essayé d'observer la scène sous d'autres angles pour essayer d'en voir davantage. La caméra située à l'arrière de la supérette a filmé le moment de l'impact. Le pick-up a percuté quelque chose, puis a embouti la façade de la supérette avant de rebondir contre elle.
Comment peut-on faire subir quelque chose d'aussi violent et d'aussi horrible à un autre être humain? Vous imaginez? Être poursuivi par une voiture, un missile sur roue de près de 2 tonnes, lancé à 80-100 km/h? Ça a dû être une expérience horrible pour le jeune homme. Je peux voir l'intérieur maintenant? Après, j'ai demandé à voir les vidéos de l'intérieur du magasin. Je voulais voir s'il s'était passé quelque chose qui aurait pu être à l'origine de l'accident, comme une dispute ou une bagarre. Vous avez un autre angle? Mais tout semblait normal. Christian n'apparaît sur aucune vidéo de l'intérieur du magasin. On va avoir besoin de toutes les images de cette soirée. Il allait nous falloir d'autres vidéos pour comprendre ce qui avait provoqué toute cette histoire. Alors j'ai demandé à mes hommes de vérifier si les commerces et les résidences du quartier étaient équipés de caméras. Devant la supérette, le sergent Janus cherche des témoins oculaires. Début de l'enregistrement vidéo. L'un des témoins était dans la rue à bord de son véhicule au moment de l'incident. Il avait assisté à toute la scène. J'étais juste là. J'ai regardé de ce côté et j'ai vu un jeune qui marchait. Il marchait sur le trottoir dans cette direction? Oui. D'accord. Au moment où Christian s'est engagé sur le passage piéton pour traverser la rue, elle a entendu des crissements de pneus. Puis il a fait demi-tour en trombe. Qui? Le pick-up. Ok, donc il a avancé dans cette direction et le jeune était de ce côté? Oui. Et ensuite? Le jeune était juste là et ma mère m'a dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe ?» Et on l'a vu faire demi-tour à toute vitesse pour repartir par là. Il a essayé de faire demi-tour ici? Oui. Sur le parking? Le témoin a vu le pick-up faire demi-tour devant la supérette afin d'atteindre l'endroit où se cachait Christian, derrière les 2 boîtiers électriques. Le jeune a compris que le conducteur lui en voulait. Alors il s'est mis à courir. Il était juste là, à côté de là où se trouve ma voiture. Il a entendu le pick-up arriver à toute vitesse. Et là, j'ai vu le véhicule le percuter. D'après le témoin, le conducteur était un homme d'origine hispanique. Vous vous souvenez de ce qu'il portait comme vêtements? Une chemise blanche. D'accord. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il avait le col relevé. Et un bonnet noir. Et vous dites que sa vitre était baissée? C'est ça. Quand il a fait son espèce de demi-tour de dingue, j'ai vu qu'elle était baissée. D'accord. Et selon vous, il a dans les 25-30 ans? C'est ça. Et vous dites qu'avec son bonnet, il ressemblait à un membre de gang? Le sud de la Californie recense énormément d'actes de violence liés aux gangs. Alors il fallait qu'on sache si c'était le cas ici. À l'hôpital, les médecins ont dit aux enquêteurs que Christian avait une plaie qui ressemblait à une blessure par balle. Quand on a su qu'on lui avait peut-être tiré dessus, on s'est mis à la recherche de douilles ou tout autre indice susceptible de confirmer cette hypothèse. On a également interrogé les témoins, mais on n'a rien appris d'autre. Les enquêteurs cherchent des informations sur l'individu inscrit sur la carte grise du pick-up. On s'est penché sur le passé de John Nieto pour voir s'il avait déjà été affilié à un gang ou s'il avait des antécédents judiciaires. Mais son casier était vierge. Alors? Rien. Les enquêteurs se rendent chez la famille de Christian pour annoncer ce qui s'est passé. Merci de me recevoir. Pas de problème. Ils nous ont demandé si on connaissait Christian Dominguez. J'ai répondu au policier que j'étais son frère. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Il va bien? Il a fait quelque chose ?» Christian a eu un accident. Je lui ai reposé la question « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je vais vous demander de me suivre au poste. J'ai quelques questions à vous poser. Il fallait qu'on interroge sa famille pour savoir s'il avait été mêlé à des bagarres ou des histoires d'amour un peu compliquées. On devait comprendre qui avait pu lui faire ça et pourquoi. Les policiers nous ont fait monter en voiture et nous ont conduits au poste de Fontana.
Début de l'enregistrement vidéo. Le lieutenant Collott allume sa caméra piéton et enregistre la conversation. On a des nouvelles? J'attends toujours. Dès qu'il m'appelle, je vous le dis. D'accord? D'accord. Vous savez s'il a déjà eu des problèmes avec quelqu'un? Non, c'est un très gentil garçon. Il n'a de problème avec personne. Ce n'est pas le genre à chercher les ennuis. Il n'a jamais eu... aucun ennui? Aucun. Je sais qu'il n'a jamais eu de problème avec nous. Avec personne. Ils ignoraient si Christian avait des ennemis ou si quelqu'un avait un problème avec lui. Son père est au Mexique? Oui. Vous devriez le prévenir. Ses blessures sont très graves. Ils nous ont dit qu'il était dans un état critique et que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour lui sauver la vie. Vous savez s'il avait une petite amie? Non, personne. Aucune histoire? Non, non. Mais aujourd'hui, il a offert un cadeau à une de ses collègues. Oui. La famille de Christian ignorait s'il voyait quelqu'un, mais elle savait qu'il avait acheté un cadeau d'anniversaire à une jeune femme qui venait de fêter ses 21 ans. Vous connaissez son nom? Non, c'est juste qu'elle a 21 ans. Et comment vous savez ça? Il nous l'a dit. À cause de l'anniversaire. Vous le récupérez où en général? D'habitude, il se fait déposer à la supérette. Par qui? Par elle, la fille. Mais nous, on ne la connaît pas. Christian avait dit qu'il se ferait ramener par quelqu'un, mais ils ignoraient par qui. Alors on a essayé de savoir qui l'avait déposé à la supérette. On était assis, ils ont quitté la pièce. Moi, tout ce que je voulais savoir, c'était si on pouvait voir Christian, si on pouvait aller le retrouver. L'attente m'a paru interminable. On voulait simplement qu'il nous dise s'il allait bien. Puis ils sont revenus. Ils avaient cette expression grave qu'ont les policiers dans les films et les séries. Et ils nous ont dit... Christian n'a pas survécu. Il était mort. J'étais dévasté parce que je le considérais comme mon fils. Je me sentais horriblement coupable parce qu'il était sous ma responsabilité. Ça a été terrible d'apprendre ce qui lui était arrivé. On a les images de la supérette. Parfait. Il fallait qu'on sache qui avait déposé Christian à la supérette, parce que c'était la dernière personne à l'avoir vu vivant. On a visionné une nouvelle fois les enregistrements en observant la scène sous différents angles. Et sur les images filmées devant le magasin, j'ai remarqué une voiture grise garée sur le parking. Laisse. C'est Christian? Romet? Oui, c'est lui. Il n'avait pas l'air spécialement inquiet, ni angoissé par quoi que ce soit. Puis le véhicule qui l'avait déposé est parti. Comme il faisait nuit, nous n'arrivions pas à voir qui était au volant. Zoom. Et les caméras étaient trop loin pour qu'on puisse lire la plaque d'immatriculation. Alors on a remis la vidéo du début, en l'analysant plan par plan pour essayer de voir par où était arrivé ce pick-up. Et il faut savoir que le véhicule du suspect est un modèle extrêmement répandu dans cette partie du sud de la Californie. Christian sort du champ et juste après,
On voit apparaître le pick-up blanc. Reviens en arrière. Regarde le pick-up. Il a les feux éteints, ce qui est étrange, parce qu'il est 19h30 et qu'il fait nuit noire. Puis il sort du champ en direction de l'Est, vers l'endroit où avance Christian. Grâce aux témoins, on sait que le suspect essaie de le renverser une première fois au moment où il traverse la rue. Le voilà. Quelques secondes plus tard, il revient dans le champ, fait demi-tour, allume ses phares et repart à pleine vitesse. Il sort du champ et on sait que Christian va dans la même direction. Mais à ce moment-là, ni lui ni le pick-up ne sont visibles à l'écran. D'après un des témoins, le suspect tente une nouvelle fois de le renverser, mais échoue à nouveau. Et c'est alors que Christian décide de revenir vers la supérette en courant. Et là, le pick-up prend autant de vitesse que possible et réussit à percuter Christian pendant qu'il s'enfuit. Ce n'était pas un simple délit de fuite. Le conducteur avait délibérément renversé Christian. Cela ne fait plus aucun doute. Ce pick-up attendait Christian. Les enquêteurs se repassent alors les bandes pour savoir à quel moment il est arrivé. Ils concentrent leur attention sur la rue principale. Là. La voiture grise arrive sur le parking. Et quelques secondes plus tard, le pick-up blanc entre dans le champ. Le conducteur fait demi-tour, se gare, feu éteint en face de la supérette, comme s'il observait Christian ou savait qu'il était là. Il attend. Et au bout d'un moment, il redémarre. La grande question, c'était pourquoi il en voulait à Christian, au point de lui foncer dessus délibérément. Le nom de John Nieto, le propriétaire officiel du pick-up, renvoie à plusieurs adresses. Les enquêteurs veulent s'assurer d'avoir la bonne. On ne voulait pas qu'il sache qu'on enquêtait sur lui ni sur son domicile. On voulait être sûr d'avoir toutes les bonnes informations en main avant de prendre contact avec lui. Bonjour papa. J'ai appelé mon père et je lui ai dit « Il s'est passé quelque chose, tu dois me pardonner. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Et je lui ai dit que malheureusement, Christian était mort à l'hôpital et que je n'avais pas pu être à ses côtés quand c'est arrivé. Je l'entendais hurler. Non, non, c'est pas possible. Non, non, non. C'était déchirant. Armando se sentait coupable. Il avait l'impression que c'était en partie sa faute. Parce que c'était son rôle de protéger son frère et qu'il avait failli à sa tâche. Les enquêteurs ont fini par localiser une résidence équipée d'une caméra de surveillance juste à côté de la supérette côté ouest. Voyons si on en apprend davantage.
Sur la bande, on voit Christian courir, pourchassé par le pick-up. Remet du début et suit Christian. Il est complètement paniqué. Il tente d'échapper au véhicule. Laisse. On voit que le suspect qui sort du véhicule est un homme. Il prend la fuite en direction du nord et sort du champ. Je veux revoir ça. Là. Puis il revient vers le pick-up. Et s'enfuit, pour de bon cette fois. Pour moi, il était improbable que le chauffard soit revenu sur ses pas pour s'enquérir de l'état de santé de Christian. Et comme je savais qu'il n'y avait plus de clé sur le contact, je me suis dit que c'était pour la récupérer qu'il était revenu. Regardons la suite. Vous avez vu cette voiture? Quelques secondes plus tard, on voit un véhicule traverser très doucement le parking de la supérette, s'engager dans la rue et partir dans la même direction que le suspect. On ne savait pas qui était au volant. On ignorait s'il s'agissait d'un témoin ou d'un bon samaritain qui avait décidé de se lancer à la poursuite du suspect. On savait juste que c'était important. On a revisionné la vidéosurveillance de la supérette et effectivement, on distingue très légèrement la silhouette du chauffard en train de revenir vers le pick-up. Et juste après, on voit une femme qui entre dans le champ. Elle se met à courir en direction du suspect. Puis elle revient sur ses pas et regarde Christian. Puis elle s'en va comme si de rien n'était. Alors qu'une personne normale aurait sans doute essayé d'aider Christian, ou rester sur place, ou rappeler les secours. Remets la vidéo de la résidence. Reviens, j'ai vu un truc. On aperçoit bien la femme avancer en direction du suspect. Je ne me suis jamais retrouvée dans une telle situation, mais je pense que mon instinct me pousserait à courir vers la victime, pas vers le suspect. Là, on aurait dit qu'ils se connaissaient. Et après ça, la voilà qui retourne tranquillement vers l'entrée de la supérette. Quelques instants plus tard, la voiture grise quitte le parking du magasin et part vers le nord, en direction du suspect. Change d'angle. Il y a un truc qui m'échappe. On voit la femme monter dans une voiture grise avant de partir en direction du nord. C'est la voiture grise qui a déposé Christian, non? C'est exactement la même voiture. Il serait donc possible que ces deux personnes aient agi ensemble
pour tuer Christiane ce jour-là. Les jours qui suivent le meurtre de Christiane, sa famille et ses amis se réunissent devant la supérette pour pleurer sa perte. C'était beau de voir tous ces gens réunis pour nous apporter leur soutien. Une femme qui était là au moment de l'accident nous a dit que pour essayer d'apaiser Christiane, elle avait prié avec lui et lui avait dit que tout allait bien et qu'il n'était pas seul. Et qu'après ça, il avait arrêté de bouger. On lui est vraiment reconnaissant parce que même si nous, on n'était pas là, au moins on sait qu'il y avait quelqu'un à ses côtés. Je me suis rendu à l'entrepôt pour essayer d'identifier la personne qui avait déposé Christiane. Parce que d'après sa famille, il se faisait souvent ramener par des collègues. On savait également qu'il avait acheté un cadeau d'anniversaire à une des employées dont il était proche. Il fallait qu'on sache de qui il s'agissait. Pendant ce temps, au poste de police, les enquêteurs cherchent des informations sur John Nieto. On a commencé par chercher la photo de son permis de conduire pour voir à quoi il ressemblait. Ensuite, on a fouiné du côté des réseaux sociaux. On a trouvé plusieurs comptes au nom de John Nieto qui correspondaient à sa photo de permis de conduire. On a découvert qu'apparemment, il sortait avec une jeune femme du nom d'Elizabeth Mansilla. Je m'apprêtais à enquêter sur elle lorsque j'ai reçu un appel du lieutenant Colotte. Janus, il m'a dit que Christiane avait 3 amies femmes au travail et que l'une d'entre elles venait de fêter ses 21 ans. Elle s'appelle Elizabeth Mansilla. Merci. Merci. J'ai regardé la liste des autres véhicules enregistrés au nom de John Nieto. Parmi eux, figurait une voiture d'un modèle similaire à celle qui avait déposé Christiane devant la supérette. J'ai vérifié la couleur. Elle était grise. Il s'agissait donc vraisemblablement du même véhicule. Enfin, tout s'éclairait. Elizabeth était la copine de John Nieto. Elle était aussi la collègue de Christiane et c'est elle qui conduisait la voiture grise. On a comparé la photo de son permis de conduire à la jeune femme qu'on voit sur la vidéo en train de marcher en direction de Christiane. Et il s'agissait bien de la même personne. On a cherché le numéro d'immatriculation de la voiture grise. Et on a découvert qu'il avait été saisi plusieurs fois au cours de la nuit dans une résidence de la ville de Rialto. Alors on a envoyé une équipe planquée là-bas. La voiture d'Elizabeth Mansilla était garée devant. C'était bien le même véhicule qui avait déposé Christiane juste avant qu'il se fasse tuer. Nos hommes étaient chargés de surveiller les portes situées à côté de la voiture. Parce qu'on ne savait pas de quel appartement ils allaient sortir. On pensait qu'on avait déjà assez d'éléments pour arrêter John Nieto pour meurtre. Il ne nous restait plus qu'à attendre patiemment de le localiser. Mais les heures passent, et toujours aucun signe de John Nieto, ni d'Elizabeth Mansilla. On croisait les doigts pour que le suspect n'ait pas pris la fuite à pied. C'est alors qu'il voit une femme et un homme sortir d'un appartement. La femme ressemble à Elizabeth Mansilla et l'homme correspond à la photo du permis de conduire de John Nieto. Il monte dans la voiture grise et quitte la résidence. La police de Fontana intercepte John Nieto sur la route et le conduit en garde à vue. Elizabeth est arrêtée par d'autres agents, mais à ce stade de l'enquête, elle n'est encore qu'un simple témoin.
Quand il est arrivé au poste, j'ai procédé à son interrogatoire. Vous me racontez ce qui s'est passé? Il était très calme. Il avait même un petit sourire en coin. J'ai découvert que ma copine me trompait. Ça m'a fait du mal. Franchement, je la comprends pas. Il a dit qu'après avoir demandé à Elizabeth d'arrêter d'échanger des textos avec d'autres hommes, elle avait recommencé, et cette fois avec Christiane. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je sais même pas quelle tête il avait. Mais vous lui avez parlé au téléphone? Ouais. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai appelé qu'une seule fois. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas de problème, il avait intérêt à arrêter de chercher les embrouilles. D'accord. Et à lâcher ma copine. Où avez-vous trouvé son numéro? Dans le téléphone de ma copine. John avait même appelé Christiane pour le menacer et lui demander de ne plus avoir aucun contact avec Elizabeth. Et elle a recommencé. Sérieux, je lui ai dit. Vous avez fouillé dans ses textos et vous saviez qu'elle serait à la supérette? Non, j'ai pas fouillé. J'avais juste le pressentiment qu'elle allait le déposer. Ah. Parce que je la suivais depuis un moment. Vous la suiviez? Ok, je vois. Et je vais dessiner la scène, d'accord? Allez-y. Il explique que c'était intentionnel, prémédité, délibéré et mûrement réfléchi. J'étais ici et je voyais tout. Elle l'a déposé et j'ai attendu qu'elle reparte. Et là, je l'ai vu. Il a commencé à marcher dans cette direction. Quand vous dites que vous l'avez vu descendre, vous voulez dire de la voiture? Ouais, de la voiture de ma copine. C'était la sienne. Il était dedans? C'est moi qui l'ai achetée, mais je lui ai donné. Vous la laissez conduire cette voiture? Ouais, je prends soin d'elle. Je lui ai filé une belle voiture. Je pense au confort de mon fils. Mais si je la surprends à conduire une bagnole que je lui ai offerte avec un autre mec à côté d'elle, là, c'est mort. Faut pas me la faire à l'envers à moi. Pour lui, être là pour sa famille, c'était par exemple acheter une voiture à Elizabeth, sa petite amie de l'époque. Mais parallèlement à ça, il considérait que la jeune femme était sa propriété, qu'elle lui appartenait, et que lui seul pouvait décider ce qu'elle avait le droit de faire ou non. Je suis arrivé de ce côté et j'ai essayé de le percuter. Il a laissé la colère l'envahir jusqu'à ce que sa rage devienne incontrôlable. Et si je vous disais qu'en le renversant, vous l'aviez juste assommé et qu'il n'a presque aucune égratignure? Vous seriez contrarié? Vous vous diriez « oh mince » Carrément, j'ai explosé mon pick-up. Et tout ça pour rien. Ouais. Bon. Et si je vous disais que vous lui avez brisé les 2 jambes, mais qu'il sera sans doute rétabli dans 1 ou 2 mois? C'est bien, ça me va. Ça vous va? Très bien. Et si je vous disais qu'il était mort, ça vous ferait quoi? Bah, il est mort, hein. C'est comme ça et puis c'est tout. Bon, écoutez-moi, vous l'avez tué. Vous entendez? Vous l'avez tué. C'est pas une blague. Qu'est-ce que ça vous fait? Rien. Il sait qu'il a tué quelqu'un et il s'en fiche royalement. Les enquêteurs se concentrent alors sur Elizabeth Mansilla. Certains d'entre nous pensaient qu'Elizabeth avait piégé Christiane, qu'elle s'était arrangée pour le déposer devant la supérette à une certaine heure et qu'elle avait donné rendez-vous à John au même moment pour qu'il le tue. C'est moi qui ai interrogé Elizabeth Mansilla. Elle était complètement stoïque, d'un calme olympien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Environ 6 ans. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontrés? 15 ans? Vous n'êtes pas marié ici? Non. Vous êtes toujours ensemble? Non. En réalité, elle le trompait même pas, puisqu'ils n'étaient plus ensemble. À aucun moment, vous vous êtes dit que vous auriez dû rester. Pour l'aider? Pour aider Chris? Oui. Si, bien sûr. J'aurais aimé pouvoir rester et lui venir en aide, mais j'ai paniqué. J'ai pris peur. C'est la première fois que j'assistais à une telle scène. D'accord, vous avez pris peur. Et ensuite, vous avez fait quoi? J'ai récupéré John et je l'ai ramené. D'accord. C'est la vérité.
Elle l'a regardé, étendu sur le sol, agonisant, puis elle est montée dans sa voiture, est allée chercher John et l'a aidé à s'échapper. Les enquêteurs ne trouvent aucune preuve indiquant qu'Elizabeth a participé à la planification du meurtre de Christian. Elizabeth a agi comme un accessoire après les faits. Juridiquement, cela signifie qu'elle a au minimum donné asile à un criminel notoire. Elle a tout fait pour aider John à se cacher et à s'évader. En l'hébergeant chez elle, pendant que la police enquêtait sur le meurtre et tentait de retrouver le coupable, elle s'est rendue à son tour coupable d'un crime. Les enquêteurs sont à présent en mesure de reconstituer les événements qui ont conduit au meurtre de Christian. Christian et Elizabeth étaient collègues. Et Elizabeth avait dit à John qu'elle allait travailler tard. Ça l'a énervé. Il s'est persuadé qu'elle le trompait avec Christian. Et il a décidé de mettre un terme à leur relation. Il a donc élaboré tout un plan. Il a pris son pick-up et il est allé se garer en face de la supérette, de l'autre côté de la rue. De là, il pouvait surveiller le parking et voir qui arrivait et qui partait. Il est resté là, à attendre patiemment le bon moment. Lorsqu'Elizabeth est arrivée au volant de la voiture grise et qu'elle a déposé Christian sur le parking de la supérette, il a attendu que le jeune homme sorte de la voiture, puis il l'a observé s'éloigner en direction de la rue. Lorsque John a vu Christian sortir de la voiture qu'il avait donnée à Elizabeth pour se rendre au travail, ça a été la goutte d'eau. Il a ressenti un besoin irrépressible de le tuer. Il a essayé de le percuter une première fois. Puis, il a fait demi-tour sur le parking de la supérette. Il est reparti en direction de Christian, il lui a foncé dessus et a fracassé son corps contre le mur. C'est comme ça qu'il est mort. Elizabeth Mansilla obtient une négociation de peine. Elle est inculpée pour complicité. En témoignant contre John Nieto, elle écope d'une sentence moins sévère que celle généralement encourue. 150 jours dans une prison de comté avec placement à l'extérieur le week-end. John Nieto est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Quand je le vois rire et se moquer, comme si ça ne lui faisait absolument rien, je me dis que c'est une personne sans cœur, complètement dénuée de sentiments. Les vidéos nous ont énormément aidés en nous montrant la préméditation, la traque et, malheureusement, la façon dont John a fauché Christian avec son pick-up, mettant fin à ses jours. Ça a été très dur. Aujourd'hui, on essaye de trouver un sens à tout ça. On fait tout ce qu'on peut pour mettre ce drame derrière nous. Pas en l'oubliant, mais en se disant qu'il fait maintenant partie du passé. Si j'avais la chance de le revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois, je lui dirais à quel point je suis triste qu'il ne soit plus là, qu'il me manque et qu'il sera à jamais dans mon cœur et dans mes prières. Et je lui demanderais de continuer à veiller sur nous et surtout sur son frère Armando, parce que cette histoire le fait encore énormément souffrir.